Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de TCP, mais faut bien voir qu'on ne peut pas parler de TCP sans parler un peu d'IP avant. Le protocole IP, c'est la couche 3 réseau du modèle OSI. C'est la partie de la stack réseau qui est chargée de l'acheminement des messages, qu'on appelle à ce niveau des datagrammes, de bout en bout, de l'expéditeur au destinataire. Le datagramme, il a une IP d'origine et une IP de destination, et puis c'est parti comme une lettre à la poste. Le datagramme, il passe de routeur en routeur jusqu'à destination. Mais alors, il est où le problème et pourquoi même on a besoin de TCP? Eh bien, on doit parler de TCP parce que le protocole IP, il a plusieurs défauts. En fait, c'est pas vraiment des défauts, on va voir pourquoi. Le protocole IP, il ne garantit pas que les paquets ils vont arriver dans l'ordre, ni même qu'ils arriveront tout court. On pourra même les recevoir plusieurs fois. Et dans le cas d'un de ces problèmes, le protocole IP, il fera rien. Est-ce que c'est vraiment un souci? En fait, pas du tout. C'est un choix architectural qui donne de la souplesse et de l'efficacité. Dans la stack réseau, chaque protocole a sa responsabilité. La responsabilité d'IP, c'est d'envoyer vite et plutôt bien, et avec pas trop de pertes non plus. Plutôt que d'avoir un protocole, un seul, bien lourd, qui gère l'acheminement des paquets et tous les contrôles, la stack, elle va séparer les responsabilités. IP, il balance et il achemine, et ensuite, on a TCP qui rattrape l'affaire si nécessaire et apporte de la fiabilité. TCP, il retransmet les paquets perdus, il les remet dans l'ordre à la réception, il contrôle aussi le flux pour éviter de saturer le récepteur et le réseau. Donc vous l'avez compris, le PC bleu, il veut parler au PC rose et il s'apprête à réaliser ce qu'on va appeler un handshake TCP avec le PC rose. Tout ça dans le but d'établir une connexion. Le module TCP du PC bleu, il calcule un ISN, Initial Sequence Number. Le numéro de séquence, c'est important, c'est ce qui va permettre de numéroter les segments qu'on envoie, et ce sera bien pratique pour le PC rose pour détecter les soucis, remettre les paquets dans l'ordre et puis identifier les paquets perdus. La connexion à ce stade, elle n'est pas établie du tout. Elle est même à sens unique tant que le PC rose n'a pas répondu. La demi-connexion du côté bleu est closed. Le handshake, il commence par un salut qu'envoie le PC bleu au PC rose. Le PC bleu, il parle couramment le TCP, et en TCP, on dit pas salut, on dit SYN pour synchronize. Dans le message SYN, on trouve un numéro de séquence, et ce numéro de séquence, au départ, il a la valeur de l'ISN. Le message SYN, il dit tout simplement « synchronisons-nous ». Par convention, le message SYN, il a une taille de 1 octet. Au passage, le PC bleu, il passe à l'état SYN sent. Quelques précisions, le PC bleu, tout comme le PC rose bien sûr, il va s'appuyer sur des compteurs. Le compteur snd.una, c'est le dernier numéro de séquence non acquitté. Le PC rose, il n'a pas encore acquitté l'octet du message SYN qui a pour ordre 2000, donc snd.una, il vaut 2000. Le compteur snd.nxt pour next, c'est la valeur de séquence pour le prochain message. Le message SYN, il a coûté 1 octet, pas 2, donc le prochain octet envoyé, il aura pour ordre 2001. Alors le PC rose, il reçoit le message SYN. Il passe à l'état SYN received, il calcule un ISN aussi, et comme ça, il peut envoyer des octets au PC bleu. Pour l'exemple, on va dire que l'ISN du PC rose, c'est 5000. Le message qu'il va envoyer au PC bleu, c'est un SYN plus ACK. SYN parce qu'il est en train de se synchroniser avec le PC bleu, et ACK parce qu'il acquitte l'octet envoyé par le PC bleu. Le SYN plus ACK, ça vaut donc un octet en tout, parce que un SYN ça vaut 1, et un ACK ça vaut 0. La valeur du ACK, c'est 2001, et ça veut dire au PC bleu, j'acquitte ton premier octet d'ordre 2000, et le prochain octet que j'attends, il devra avoir le numéro 2001. Le PC bleu, lui, il trouve ça trop cool que le PC rose lui ait répondu, donc il passe à l'état establish parce que la communication, elle est établie pour sa part. Pour terminer le handshake, le PC bleu, il envoie un simple ACK au PC rose. Le ACK, ça compte pour 0 octet. Le PC bleu, il va donc dire « J'accuse réception de ton octet numéro 5000, celui de ta réponse SYN ACK. Le prochain octet que tu dois me transmettre, il devra avoir le numéro 5001. » Le PC rose, quand il reçoit ça, il passe lui aussi à l'état established. Tout ça, c'était le handshake. Maintenant, le PC bleu et le PC rose, ils peuvent se parler. Pour qu'ils se parlent, ils doivent déjà se mettre d'accord sur plusieurs petits points de détail. La taille maximum pour chaque segment, le MSS ou maximum segment size. La taille de leur buffer de réception. En réalité, à ce stade, les PC bleus et les PC roses, ils connaissent déjà très bien ces valeurs, car ils se les ont transmises dans les messages SYN. Le PC bleu, il n'a pas juste dit tout à l'heure on synchronise, il a dit on synchronise,
je peux gérer des messages de 150 octets et j'ai une fenêtre de réception de 1000 octets. Et le PC Rose, il a fait de même. Il a précisé qu'il pouvait gérer des segments de 100 octets et qu'il avait même un buffer de réception de 900 octets. Les fenêtres de réception, elles vont permettre aux machines de ne pas se submerger et le PC bleu, il n'enverra jamais plus de 900 octets au PC Rose par exemple. Alors c'est parti, les salutations, elles sont faites. Le PC bleu et le PC Rose, ils peuvent se parler maintenant. Donc le PC bleu, il a un gros message de 250 octets à passer, donc vous imaginez, et il se prépare. Donc il prépare un gros message, séquence 2001, le premier octet c'est l'ordre 2001, et il indique aussi au PC Rose, je me souviens, j'ai acquitté l'octet 5000, donc si tu dois m'envoyer des données, il faudra que ça commence par l'octet 5001. Mais surtout, le PC bleu, il a 250 octets à transmettre, donc en fait, il peut pas préparer un gros message. Parce que pendant les salutations, il a été convenu que les messages, ils ne feraient pas plus de 100 octets. Car le PC rose, il sait pas gérer plus de 100 octets par segment. Donc en vrai, ce que fait le PC bleu, c'est pas un gros message de 250 octets, c'est 3 messages. Un premier de 100 octets, un second de 100 octets, et un dernier, avec les 50 octets restants. Il envoie les 100 premiers. Son compteur Next, il passe à 2101, parce que le prochain segment à envoyer, il commencera par l'octet numéro 2101. Le message, il traverse Internet ou un réseau local, peu importe, il arrive chez le PC Rose, qui le lit et qui prépare une réponse. Sa réponse, c'est qu'un tout petit hack qui dit « J'ai reçu tous tes octets jusqu'à l'octet 2100. » Le PC bleu, il reçoit le message, et après réception, il fait passer son compteur UNA à 2101. Ça signifie pour lui que tous les octets jusqu'à l'octet 2100 ont été acquittés. Il prépare le segment suivant, de 100 octets, qui ressemble pas mal au premier, sauf que cette fois, le numéro de séquence, il est passé à 2101. Le segment part, et le PC Rose reçoit le second segment, et il renvoie à nouveau un hack. À réception du hack, le PC bleu, il a son compteur UNA qui passe à 2201, et il prépare un dernier message avec les 50 octets restants. Notre exemple, il est bien sympa, mais il faut comprendre que les segments, ils auraient pu arriver dans le désordre, ça aurait pu être beaucoup plus compliqué, mais le module TCP du PC Rose, il aurait géré. On a parlé des compteurs, dans la réalité c'est bien entendu plus compliqué, mais ça permet de se représenter comment TCP ça peut être implémenté au niveau de l'OS, donc on peut imaginer un peu la mécanique qu'il y a derrière. Le hack dans TCP, c'est cumulatif, ça veut dire qu'on peut acquitter plusieurs segments avec le même hack. Si on reprend l'exemple précédent, le PC Rose, il peut très bien envoyer un hack qu'à la toute fin. Il peut hack les 3 messages d'un coup, avec un hack qui ressemble à ça, un hack 2251. Il peut même renvoyer des données avec ce hack. Parce qu'en fait, on est bien sur un protocole qui est bidirectionnel avec TCP, on est en full duplex. Et donc ça permet un truc sympa, ça permet au PC Rose de renvoyer un hack, et en même temps d'accompagner ce hack de data. Donc si je reprends l'exemple précédent, le PC Rose, quand il envoie son hack 2251, il peut très bien l'envoyer accompagné de data, et là en l'occurrence de 100 octets. Le fait de mettre un hack sur un segment de données, on appelle ça du piggyback. On va maintenant parler de la fenêtre de réception. Donc tous ces envois de messages, ils se font sous conditions. Et la première, c'est que déjà, le PC bleu et le PC Rose, ils doivent respecter leur fenêtre de réception. Si le PC Rose il ne peut avoir que 900 octets dans son buffer de réception, le PC bleu il ne lui enverra jamais plus de 900 octets. Et il se trouve que le PC bleu et le PC Rose ils connaissent très très bien leurs fenêtres de réception respectives parce que tout simplement ils se l'envoient tout le temps et dans chaque segment. Et pourquoi à chaque fois ? Parce qu'en fait il n'y a pas vraiment le choix. La fenêtre de réception c'est du dynamique, ça bouge tout le temps. Admettons que la fenêtre de réception du PC Rose ce soit 500 octets. Si je mets un message de 100 octets dedans, il ne me reste plus que 400 octets de libre pour le PC Rose dans sa fenêtre de réception. Donc au prochain message que le PC Rose enverra au PC bleu, il lui dira que sa fenêtre elle n'est plus que de 400 octets. Et même si entre-temps il reçoit un autre message de 100 octets, il renverra même peut-être plutôt 300 octets pour sa fenêtre parce que elle se sera encore plus réduite. Heureusement, on a des processus, des programmes qui consomment les segments, et la fenêtre elle va pouvoir réaugmenter à ce moment-là. Donc si mon premier message, il se fait avaler, la fenêtre, elle repasse à 400. Tout ça, c'est vraiment hautement dynamique, et c'est assez sympa en fait. Il n'y a pas que la fenêtre de réception qui restreint ce qu'on peut envoyer. Il y a aussi ce qu'on appelle la fenêtre de congestion, ou CWND pour congestion window. Le PC bleu, par exemple,
il va constamment estimer la quantité maximum de données qu'il peut balancer sur le réseau sans perte de données. Donc précisément, c'est la quantité de données en vol qu'il estime, la quantité d'octets non acquittés qu'il peut se permettre sans risquer de saturer le réseau. Ça peut être par exemple 10 000 octets. L'unité pour la congestion Windows, c'est souvent un multiple de MSS, donc 10 MSS par exemple. Comme la fenêtre de réception, la fenêtre de congestion, c'est vraiment du dynamique, ça varie tout le temps. On va approfondir la notion, mais on va pas pouvoir le faire comme ça. Il faut d'abord qu'on détaille certains trucs, comme la notion de données en vol, celle de RTO, de RTT, de perte de données, etc. Mais déjà, la quantité de données en vol, c'est un concept amusant. Par exemple, là j'ai le PC bleu qui envoie 100 octets. Tant que le PC rose n'a pas acquitté ses 100 octets, le PC bleu il a 100 octets en vol. Et s'il renvoie 3 autres segments de 100 octets, le nombre d'octets en vol, il va atteindre 400 octets. Si le PC rose il finit par acquitter les 200 premiers octets, le nombre de données en vol il va diminuer mécaniquement de 200 et repasser à 200. Le nombre d'octets en vol, c'est pas plus compliqué que ça. Parlons maintenant des RTT. Alors, les RTT, vous pensez connaître, vous êtes peut-être cadre, vous en avez 10 ou 15. Eh ben non, les RTT, c'est pas du tout ça. Le RTT, c'est le Runtime Trip, donc l'estimation du temps que met un segment à traverser le réseau, puis à revenir en acquittement. Le PC bleu, il va régulièrement, comme le PC rose d'ailleurs, choisir un segment et mesurer le RTT. Il va noter la séquence du segment et son heure d'envoi. On va dire pour l'exemple que l'heure d'envoi c'est 16h, 46 minutes et 1 seconde. Le PC bleu, il envoie donc son segment. Le PC rose, il le reçoit et il renvoie un hack. Tout ça fait que le PC bleu, quand il reçoit le hack, il peut calculer le RTT. Si il reçoit le hack à 16h, 46 minutes et 2 secondes, il peut estimer le RTT à environ 1 seconde. Donc ça, c'est une mesure de RTT. Le PC bleu, il va bien entendu prendre et reprendre la mesure et faire des stats. Il va peut-être calculer la moyenne, l'écart moyen, tout ça, et ça va lui indiquer si le réseau il est stable, ou bien si ça varie pas mal dans les mesures. Alors ok, vous me direz, mais quel rapport avec la détection de perte de données ? L'astuce, c'est tout simplement que le PC bleu, il va pouvoir se dire qu'au-delà d'une durée de RTT secondes, la donnée, elle a des chances d'avoir été perdue. Et dans ce cas, il va pouvoir partir en timeout. Le PC bleu, il va prendre en compte le fait que le RTT, c'est une moyenne. Alors en réalité, il ne va pas timeout à chaque fois qu'un segment n'aura pas été hack depuis plus de RTT secondes. Il va prendre une petite marge de sécurité. Le timeout, il n'aura pas lieu après RTT secondes, il aura lieu après RTO secondes, où RTO, retransmission timeout, c'est à peu près égal à RTT, mais un peu plus grand, donc on a un petit delta entre les deux. Le RTO, c'est chouette, ça permet de deviner qu'on a des soucis de perte de données, mais une autre façon toute directe de détecter une perte, c'est tout simplement de la prendre par le PC rose. Si le PC rose, il sait qu'il a perdu des données, il ne retrouve pas par exemple l'octet d'ordre 2401, il peut très bien le dire au PC bleu. Et le gros avantage, c'est que le PC bleu, il va pouvoir éviter d'attendre un timeout et gérer la perte plus tôt. Donc si l'octet 2401 a été perdu par le PC rose, pour le dire au PC bleu, le PC rose va tout simplement lui renvoyer un hack avec la valeur 2401. En fait, il va lui renvoyer plusieurs. C'est pour ça qu'on parle de hack dupliqué. Le hack 2401, il dit tout simplement au PC bleu, j'ai hack jusqu'à l'octet 2400, il me faut l'octet 2401 maintenant. Quand le PC bleu il va recevoir le premier hack, il va se dire c'est cool, tout a été lu jusqu'à l'octet 2400. Mais au deuxième hack, il va commencer à trouver ça bizarre et se dire j'ai déjà reçu ce hack, c'est un peu louche. Et au troisième, là, il n'aura plus vraiment de doute, il va se dire que des soucis de hack, ça arrive, mais 2 fois, c'est déjà un peu plus rare, et 3 fois, non, là, ça va pas. Il faut considérer la donnée comme perdue. Le PC bleu, il va rattraper l'affaire et réémettre le segment perdu. Ce qui est bien, c'est que si le PC rose avait déjà reçu les suivants, il va même pouvoir tout acquitter en cumulatif. Donc s'il ne lui manquait que les octets du segment d'ordre 2401, mais qu'il avait tous les autres jusqu'à l'octet 4500, il pourra directement renvoyer un hack 4501. On revient maintenant à la fenêtre de congestion. Donc, la fenêtre de congestion, on a parlé de RTT, de RTO, de timeout et de hack dupliqué. Et maintenant, on va voir comment on assemble tout ça pour déterminer la fenêtre de congestion.
Essayons d'illustrer par un exemple. Le PC bleu, il vient d'établir une connexion avec le PC rose et il a un tas de données à envoyer. Au départ, il a une fenêtre de congestion minimale de 10 MSS par exemple. Le PC bleu, il peut se permettre d'envoyer 10 MSS octets en vol. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Pour autant, son ambition, ce n'est pas de rester sur une fenêtre aussi petite, et surtout si le réseau est bon. Si avec une fenêtre de 10 MSS tout se passe bien, il va passer à une fenêtre de 20 MSS. Et si avec une fenêtre de 20 MSS tout se passe bien, il passera à 40. Et plus la fenêtre sera grande, plus il balancera sur le réseau, et plus il aura d'octets en vol. Cette phase de TCP, c'est ce qu'on appelle le slow start. La fenêtre de congestion au départ pour le PC bleu, elle vaut donc 10 MSS. Le PC bleu, il va donc envoyer 10 MSS. Le PC rose, il va lui retourner des hacks, et à chaque hack, le PC bleu, il va augmenter sa fenêtre de congestion de 1 MSS. S'il reçoit 10 hacks du PC rose, sa fenêtre, elle va passer à 20 MSS, et le PC bleu, il va pouvoir s'autoriser 20 MSS en vol. Et ça va continuer, et là, on a beau parler de slow start, la croissance, elle est exponentielle. Le réseau, le PC bleu, il va vite le tester, et tomber sur des pertes de données. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ça dépend des situations, hack dupliqué ou timeout. Si le PC bleu reçoit des hacks dupliqués déjà, si le PC bleu reçoit des hacks dupliqués, il va se calmer grave. Il va se dire, fin de la récré, je divise la fenêtre de congestion par 2, j'étais à 1000 MSS, je passe à 500, et je vais même faire de cette valeur un seuil, que je vais appeler le slow start threshold. À partir de ce seuil, j'augmenterai dorénavant ma fenêtre de congestion plus lentement pour éviter de tomber trop vite sur des pertes, parce que les pertes de données, ça craint, ça coûte super cher. Alors le PC bleu, il reprend avec une fenêtre de 500, plus doucement, de façon linéaire. Il passe du slow start à la congestion avoidance. Suite à un hack dupliqué, donc, on divise la fenêtre de congestion par 2 et on passe en congestion avoidance. Mais si maintenant on rencontre un timeout, comment ça se passe? Alors il faut voir qu'un timeout pour TCP, c'est de la congestion sévère. Et cette fois, la fenêtre, elle n'est pas divisée par 2, elle passe carrément à 1 MSS. L'algo repart en slow start, la fenêtre de congestion, elle augmente rapidement, jusqu'à atteindre le slow start threshold, où là, sa croissance, elle ralentit, et devient plus douce. Plus douce pour retarder le moment inéluctable de la perte de données. Même si à ces pertes, on y arrivera tôt ou tard, et c'est ce qui est intéressant avec TCP qui repose sur la gestion des pertes de données en fait. Sur TCP, il y aurait certainement eu plein d'autres choses à dire, mais globalement, on a pu aborder les caractéristiques fondamentales du TCP. Cette vidéo est finie, alors si vous êtes arrivé jusque-là, un petit pouce s'il vous plaît, et puis à bientôt.